Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique qui nous amène à recevoir ce soir Jean-Jacques Cohen, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On avait l'habitude de vous retrouver à un autre horaire. On vous retrouvera désormais régulièrement dans ce quart d'heure thématique. Et donc du coup, je me disais... on va appeler ça « Que dit l'IA des marchés » d'une certaine manière. Analyse de marché, que dit l'IA ? Juste d'un mot, c'est un peu la raison d'être de la FinTech à laquelle vous participez. AI for Alpha, c'est grâce à l'IA, je génère de l'alpha. C'est ça l'idée au départ, Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Nous appliquons les techniques d'intelligence artificielle aux marchés financiers dans leur ensemble, notamment à l'allocation d'actifs. Avec plusieurs angles. Premièrement, nous utilisons des techniques de machine learning, donc d'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'on apprend des règles en étudiant l'historique des marchés pour faire construire des portefeuilles et faire de l'allocation d'actifs, finalement, donc au niveau macro. Et depuis quelques mois, nous nous intéressons beaucoup au traitement naturel du langage, et notamment avec l'émergence des modèles de langage que nous utilisons pour avoir des sentiments de marché sur les news et regarder l'impact de ces sentiments sur l'évolution des cours. Voilà. Très intéressant. Donc ces outils qui sont au service aujourd'hui de l'analyse de marché. Le constat que vous dressez en cette rentrée, bon, les marchés ne s'arrêtent jamais bien sûr, mais c'est la rentrée ou le consensus de rentrée chez nous en Europe. Vous évoquez une atmosphère de confusion sur ces marchés globaux aujourd'hui, Jean-Jacques. Oui, parce que en fait, il y a plusieurs angles de lecture. Et il y a des angles de lecture qui sont assez favorables finalement. On peut commencer par ces perspectives-là. Tout simplement parce qu'il y a une stabilité financière contre toute attente. Finalement, les marchés, alors qu'il y a des séquelles encore, mais ont dans leur ensemble plutôt bien encaissé le choc SVB et le choc des petites qu'ont connu les petites banques américaines et en Europe Crédit Suisse. Et cela se voit notamment avec les spreads de crédit qui sont à des bas niveaux. Les volatilités implicites sur les actions sont basses aussi. Le financement des banques est fluide. Il n'y a pas trop de problèmes de financement bancaire. Et nos indicateurs de liquidité, ils sont assez bons. Et même, j'allais dire, pendant la baisse de l'été, au cœur de la baisse de l'été, c'est-à-dire au cœur du mois d'août, finalement, nous n'avons pas ressenti dans nos indicateurs de stress. Voilà. Donc, il y a une stabilité financière, en tout cas en ce moment. Donc, c'est assez court terme, mais on est obligé de le constater. Le deuxième constat qui s'impose, c'est que malgré la correction de l'été, qui a repris, en fait, elle est très faible par rapport finalement à la hausse qu'on a connue. Si on remet en perspective finalement par rapport aux hausses de début d'année, on est à plus 15 en Europe, plus 15% sur le S&P 500, cela hors monétaire. Hein. Ça a quand même maintenant ça a du sens d'enlever le monétaire puisqu'on en parlera tout à l'heure. Mais le monétaire devient une vraie classe d'actifs à part entière et une alternative. Sur le marché japonais, on est au-delà de 25%, plus 25, de performance. Ouais. Et sur le Nasdaq, on est à plus 37. 37. Et évidemment, cela étant propulsé, on l'a dit maintes fois, par le Nasdaq 7, donc les 7 méga caps américaines technologiques qui profitent de la révolution AI. Cependant, les résultats globaux sont là. Donc le seul marché qui est vraiment décevant et je dirais très à risque depuis le début de l'année, c'est les émergents et la Chine. Mais cela étant, même de ce côté-là, on a pu craindre finalement pendant l'été une petite contagion financière venant de Chine avec des résultats qui sont quand même en demi-teinte et même très décevants par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un rebond post-Covid. Et bien, même à ce niveau-là, on n'a pas d'indicateur de stress financier provenant d'Asie. Comment est-ce qu'on comprend ce calme quand on regarde peut-être les données fondamentales, macroéconomiques, les politiques monétaires? Là aussi, on a eu déjà des rendez-vous de rentrée, les premières réunions arrivent.
Tout le monde a en tête effectivement qu'après 500 points ou 400 ou 500 points de base de hausse de taux, le gros du chemin a sans doute été parcouru, mais néanmoins la politique monétaire, elle est amenée à rester restrictive ou en tout cas à des niveaux plus élevés, sans doute pendant encore longtemps. Alors oui, c'est une des erreurs finalement d'appréciation des investisseurs depuis le début de l'année. Finalement, c'est de croire que ce cycle de taux allait finalement se résorber. D'abord, que ce cycle de taux allait avoir un impact très négatif sur la croissance. Or, en réalité, il y a une très forte résilience. Aussi en Europe, mais surtout aux États-Unis, j'allais dire. C'est évident qu'outre-Atlantique, et d'ailleurs, ce qui propulse légèrement, ce qui permet au marché de rebondir, c'est le fait qu'on a des indicateurs américains qui commencent à fléchir légèrement. Cela se voit dans les surprises économiques que nous suivons. On était à des niveaux très élevés aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on avait vraiment surpris, la résilience de l'économie américaine avait surpris. Et là, les indicateurs commencent à fléchir un peu, ce qui montre bien que finalement, on a un atterrissage. Alors, est-ce que c'est l'atterrissage final ou temporaire, on ne pourra pas trancher, mais en tout cas, on voit finalement un petit peu l'activité faiblir, atterrir, et cela, finalement, est pris positivement par les marchés parce que cela pourrait conduire la Fed à ne pas relever ses taux aux prochaines décisions de politique monétaire. Donc en fait, maintenant, le marché s'est aussi trompé sur la rapidité avec laquelle les banques centrales pouvaient finalement dénouer le resserrement monétaire qu'elles ont commencé à produire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Les indicateurs d'inflation baissent, certes, mais ils baissent très lentement par rapport à ce qui était escompté. On est sur des niveaux, vous voyez, de 4% à peu près, entre 4 et 5, selon les régions d'inflation sous-jacente, hors éléments volatiles. Et certes, on est vers la baisse, mais c'est vraiment un trend de baisse. Ça prend du temps. Extrêmement lent, ténu, et donc on n'est pas, les banquiers centraux ne sont pas du tout dans un état d'esprit de pouvoir faire procéder à des relances monétaires rapides. Et de ce point de vue-là, on a finalement des taux à 5,50 aux États-Unis, des taux courts à 4,25 en Europe. Et bien, on pourrait dire que s'il y a un risque de mouvement de taux, il est plutôt à la hausse, finalement, mais de manière ténue, vous l'avez dit. Marginale, oui. Marginale. Et en tout cas, le marché obligataire, ne serait-ce qu'en dénouant finalement l'inversion de courbe qui était avant l'été de moins 100 points de base, aujourd'hui on est à moins 70, moins 77 points de base, ce qui veut dire que ça s'est repentifié un peu. Donc ça veut dire que les parties longues des courbes américaines sont remontées en taux. Et bien cela tend à nous dire qu'on est sur des taux plus élevés pour longtemps. Et ça, c'est un nouveau paradigme que peut-être les marchés d'actions n'ont pas encore intégré. Non, et quelque chose qu'on n'a même pas connu d'un point de vue historique. Beaucoup me racontent que la dernière hausse de taux de la Fed, historiquement, dans les cycles de remontée de taux, était très rapidement suivie d'une baisse de taux dans les quelques meetings suivants. Ce n'est pas du tout ce que nous vendent les banques centrales aujourd'hui. Quand on a en tête ce que ça a coûté quand même aux valorisations des marchés d'actifs risqués, la phase de remontée agressive des taux en 2022, est-ce qu'il faut imaginer qu'une séquence higher for longer, le maintien des taux pendant longtemps à des niveaux de restriction tels qu'on les connaît aujourd'hui, est-ce que ça peut être une phase douloureuse aussi pour les marchés actions qui ont quand même reparcouru pas mal de chemin depuis les points bas de 2022 Alors c'est là où la situation est confuse. Parce que finalement, il n'y a pas d'indicateur, j'en ai parlé tout à l'heure, systémique, d'inquiétude particulière des marchés aujourd'hui. Il n'y a rien qui dise fuyez, sortez. Non, il n'y a pas d'indicateur majeur de baisse de croissance. Les bénéfices se tiennent. Alors certes, l'inflation aide aussi, mais finalement, on voit que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, pour l'instant, pas d'alerte majeure sur les bénéfices. Les bénéfices se tiennent. Et donc finalement, on est amené à se pencher sur la valorisation des marchés. Et de ce point de vue-là, il y a des vraies inquiétudes à avoir. Mais on sait très bien que l'indicateur de valorisation est une inquiétude à très long terme et pas à court terme. Oui.
Et c'est ça qui est complexe. C'est qu'en fait, on a différents horizons de temps et qu'on a des indicateurs contradictoires sur les horizons de temps courts et sur les horizons de temps plus longs. Donc, sur l'indicateur de valorisation, on a des PE du S&P à 19,20 en annualisé forward, ce qui nous amène à un taux de bénéfice par rapport au prix qui est, donc on inverse les PE, qui est autour de 5,20. Eh bien, c'est les taux monétaires américains. Et finalement, quand on regarde historiquement cet indicateur, donc c'est l'indicateur de valorisation de la Fed, il est assez intéressant. Et bien, cela nous amène à 2001, 2002, donc finalement, des niveaux où la bulle Internet avait commencé à imploser, mais des indicateurs extrêmement tendus en réalité. Si on regarde le taux réel aux États-Unis, et à mon avis, c'est finalement... C'est la clé, hein, vous dites. C'est la clé. Dans cet environnement de confusion, s'il y a un indicateur à suivre et à comprendre, c'est le taux réel. On est à 1,85, on est proche des 2%. Il a monté cet été, hein, avec la hausse des taux. C'est un choc de taux réel, là. Absolument, puisqu'en fait, les taux longs sont montés. Et finalement, les perspectives d'inflation ne bougent pas aujourd'hui. Et donc, cela provoque finalement une tension. Alors, pas des conditions financières et de liquidité à court terme, parce qu'on ne le voit pas, mais une tension des conditions d'emprunt, finalement, à court terme. Et finalement, cela donne du crédit au fait que le monétaire, on en a souvent parlé ici récemment, devient une classe d'actifs, une alternative crédible à toutes les classes d'actifs, pas seulement les actions, mais aussi les obligations, puisqu'on a des courbes qui restent quand même inversées. Donc aujourd'hui, le monétaire paye plus que le 10 ans. Et en plus, cela nous donne, finalement, les banquiers centraux ancrent les taux sur du long terme. Et donc, ça veut dire que si vous êtes investisseur, vous pouvez vraiment espérer avoir du 5% ou plus, peut-être un peu plus en allant chercher des notations crédit stables. Eh bien, vous pouvez avoir du 5,5% de manière assez sûre, de manière presque sûre, et de la même manière en Europe. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à court terme, mais il ne faut pas déraper. Parce que les dérapages coûteront très cher. Les investisseurs ont quelque chose aujourd'hui où investir et ils sont prêts à partir. Et ça fragilise le marché action. Absolument. Absolument, ça fragilise les marchés actions. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de prétexte de vente, mais les investisseurs seraient bien enclins à en trouver. D'autant qu'ils auront une solution de repli efficace et rémunératrice. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci d'être avec nous en cette entame de saison 4 de Smart Bourse. Jean-Jacques Oana qu'on retrouve régulièrement dans cette émission, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.